la journée, vous avez pu découvrir les nouveaux rendez-vous de l'été sur Europe 1. Quant à nous, l'émission retrouve ses horaires habituels, 23h, 1h, du lundi au vendredi, pendant tout l'été. Alors vous êtes peut-être déjà en vacances ou cela approche pour les plus chanceux d'entre vous. Quels sont vos projets? Vacances en famille, parce que la famille, il n'y a que ça de vrai, ou plus prosaïquement parce que vous êtes plutôt ric-rac côté budget cette année. Au contraire, vous confiez les enfants aux grands-parents et à vous les tendre tête à tête en amoureux, car vous ne vous souvenez plus la dernière fois où ça vous est arrivé. Ou alors on en parlait jeudi avec Sophie, Marianne, Sébastien et les autres. Côté rencontre, c'est plutôt le désert de Gobi, et cet été vous déclarez que la chasse est ouverte. Ou à l'inverse, pour vous, ce sera une cure de silence, d'abstinence, une retraite dans un monastère pour vous ressourcer, vous recentrer loin du bruit et de la fureur du monde. Si vous souhaitez en parler, eh bien, vous pouvez nous rejoindre au 39 21, où vous serez accueillis ce soir par Valentin et Yanis, avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et vous pouvez également nous adresser vos mails sur le site europe1.fr, puisque ça marche ce soir. Je voulais vous présenter nos excuses pour vendredi. Les mails ne fonctionnaient pas et on s'en est aperçu très tard, quasiment à la fin de l'émission. Donc je ne vous en ai pas parlé à l'antenne, puisque je pensais que ça marchait et qu'en fait vous ne nous en envoyiez pas. Or on s'est aperçu bien après qu'il y en avait beaucoup, mais simplement qu'on ne les recevait pas. Donc quelques mails qui sont arrivés. Justement, Lulu, à propos des rencontres, l'émission du jeudi où on s'était tous ensemble beaucoup amusés. Elle dit cette émission m'a fait beaucoup de bien, placée sous le rire et la bonne humeur. Moi, j'ai tout essayé pour trouver l'homme de ma vie, les voyages, les longs séjours chez Leclerc, Carrefour, la plage, enfin presque tout. Les sites de rencontres, c'est pas pour moi. Mais franchement, me dit Lulu, avec un mec, je pourrais pas vous écouter tous les soirs. Alors franchement, écoutez, je préfère ma liberté. À ce soir, Caroline, gros bisous à toute votre belle équipe. Lulu, votre fidèle auditrice. Et puis, des réactions au sujet à propos de la jeune fille de 14 ans, Alice, qui se scarifiait. Margot disait la scarification vient tenter de stopper une souffrance envahissante. Les jeunes qui se sont scarifiés expriment d'ailleurs souvent au décours immédiat de ce passage à l'acte un apaisement, un calme, même relatif. L'acte vient en quelque sorte court-circuiter le psychisme et ce court-circuit de la pensée est révélateur d'une incapacité à mettre en mots, à symboliser comme une sorte de panne de sens. Ce mode d'expression est à son tour aveuglant et comme dans tout passage à l'acte, subsiste toujours une part irréductible d'opacité. Mais au-delà du sens que peut prendre ce passage à l'acte, sa fonction est bien d'arrêter de souffrir. On sent d'ailleurs l'angoisse de cette jeune fille et sa fragilité actuelle nécessite un accompagnement, nous dit Margot. Et c'est vrai que c'était important qu'elle soit suivie. Et Margot ajoutait que la peau était une enveloppe vivante, un filtre entre le dehors et le dedans, une expression de soi. Elle citait évidemment Xavier Pomereau qui c'était Didier Onzieux d'ailleurs c'était pas Pomereau qui a beaucoup travaillé sur le moi peau qui faisait identité et que à l'adolescence cette identité est remise en question. Au moment de la puberté, que la peau venait trahir aussi parfois ce mal-être. Donc voilà, des quelques mails que j'ai reçus. Gabriel disait aussi, lui conseillait un très beau film de Va, Vie et Devient avec Yael Abécassis et Roche Dizem. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Alors donc ça c'était vos mails sur le site europe1.fr. Vous pouvez également nous envoyer vos SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Et on commence tout de suite avec Vincent. Bonsoir Vincent. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir.
Alors, je n'appelais pas pour parler de vacances. Mais c'est pas grave du tout, parce que vous savez, j'avais un petit message, voyez, qui était arrivé aussi d'Olivier le patrouilleur, qui dit l'été est souvent une période compliquée comme les fêtes pour les gens seuls qui ont des soucis, l'entourage, les amis qui ne sont plus là, voire les thérapeutes aussi qui prennent des vacances. Alors il ajoute courage à tous, la famille de la nuit ne prend pas de vacances, et il ajoute sans compter les non-amateurs de sport qui souffrent parce que c'est vrai, là, il va y avoir, il y a eu la Coupe d'Euro de foot, il y a le Tour de France et maintenant il va y avoir les Jeux Olympiques. Alors il dit, il va y avoir de nombreux ménages soumis à rude épreuve, nervosité et tension autour de la télécommande. C'est pas faux. Donc ne vous inquiétez pas, Vincent, on peut parler d'autre chose que de vacances. Cette libre antenne est à vous et c'est vous qui en déterminez les sujets. Voilà, donc justement, moi je voulais parler travail. Je voulais parler travail, c'est-à-dire que voilà, j'ai beaucoup d'anxiété en ce moment par rapport à mon avenir professionnel. Voilà, pour faire un petit cursus, j'ai suivi des études de psychologie jusqu'à la licence. Je me suis ensuite retourné vers l'enseignement où j'ai malheureusement échoué au concours. De là, je suis parti me ressourcer un peu à l'étranger pendant une année. À mon retour, j'ai pu faire des remplacements dans le privé comme enseignant, comme professeur des écoles. Oui. Et puis, c'est avéré que malheureusement, j'ai découvert que j'étais bipolaire. Donc, les 3 dernières années ont été compliquées. Une succession de dépression et de phases d'exaltation où je faisais n'importe quoi, où je partais de mon travail. Et donc depuis, j'ai dû rentrer au bercail, rentrer chez mes parents, faute de moyens et faute de projets professionnels. Et voilà, j'ai aujourd'hui 30 ans et c'est vrai que je me pose beaucoup de questions par rapport à mon avenir professionnel. Ça m'angoisse énormément et je ne vois pas trop d'issue en fait. C'est vrai que... Parce qu'alors actuellement, vous n'êtes plus en activité. Je ne suis plus en activité. Voilà, je suis. Bon, néanmoins, vous avez toujours vos diplômes, hein. Ça, vous ne les avez pas perdus. Donc, vous pourriez toujours reprendre votre activité. C'est important de le dire. Vous avez interrompu parce qu'à un moment, vous étiez en phase un peu d'excitation. Ça ne vous permettait plus de suivre votre activité professionnelle. Comment êtes-vous suivi par rapport à votre bipolarité ? Alors, à ce niveau-là, je suis plutôt content. C'est-à-dire que j'ai suivi un premier psychologue avec qui il y avait psychiatre même, avec qui il y avait le courant ne passait pas très bien. Il y avait une certaine incompréhension. C'est une personne qui s'obstinait à vouloir absolument me mettre sous antidépresseurs, ce qui m'a amené à retomber en phase maniaque. Et par la suite, j'ai changé justement en rentrant dans le département de mes parents, chez mes parents, j'ai changé de psychiatre qui lui a trouvé, après pas mal de tâtonnements quand même, apparemment le traitement qui me convient, fait de thymorégulateur et d'antipsychotiques en fait. Donc à ce niveau-là, au niveau de la santé, ça va. C'est vrai que je me maintiens, mais vous avez moins d'alternance comme ça, de changement d'humeur. Vous avez trouvé un traitement qui vous stabilise un peu plus. Excusez-moi, je vous ai pas bien entendu. Il y avait Vous avez un traitement qui vous stabilise. Vous n'avez plus de changement d'humeur. Non, voilà, non. À ce niveau-là, non. C'est régularisé. Enfin, je suis plutôt. Alors, j'alterne quand même les hauts et les bas, mais ça vient davantage, je pense, de ma situation justement actuelle. Oui, ça où vous ruminez un peu, qui n'est pas très épanouissante, parce que si vous êtes revenu chez vos parents, si vous êtes un peu désocialisé du fait aussi de ne plus avoir actuellement d'activité professionnelle, le fait d'être, alors que vous aviez eu votre indépendance, d'être revenu chez vos parents, un peu un sentiment peut-être d'avoir un peu régressé. Totalement, oui, tout à fait. Oui. Bon, donc tout ça, c'est voilà, vous avez 30 ans, c'est normalement un âge où on envisage plutôt d'aller de l'avant, mais c'est quelque chose de momentané, c'est-à-dire c'est que vous aviez besoin de
de vous soigner. Enfin, je veux dire, parce qu'on peut très bien vivre, Vincent, en étant bipolaire, hein. Vous voyez, ça, j'en ai pris conscience, oui. Enfin, j'imagine que vous avez dû en parler avec ce psychiatre. Il y a beaucoup de personnes qui vivent très bien, qui sont très bien insérées dans la société en étant bipolaires. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec la maladie mentale qui fait que on ne peut plus avoir de vie sociale, de vie de couple, de vie familiale. Il faut déjà, je trouve que une bonne chose, c'est que vous l'admettez. Enfin, là où beaucoup de personnes. Cette phase, oui. Comment ? J'ai dépassé cette phase. C'est vrai que je suis la phase d'acceptation en fait. Oui. C'est un peu longue, mais c'est plus les conséquences actuelles en fait qui me pèsent. Et le fait, je suis prêt à repartir, je pense, à revoler de mes propres ailes. Mais professionnellement, c'est vrai que je ne vois pas trop comment m'en sortir. Et puis surtout, comment expliquer ça ? C'est-à-dire que lorsque j'ai été... la maladie s'est déclarée lorsque j'étais professeur des écoles. Et c'est vrai que j'associe aujourd'hui ma dépression à ce métier. Donc j'ai beaucoup de réticence en fait à retourner vers l'enseignement. Et puis il y a aussi le fait qu'il me faudrait, avec la nouvelle réforme, repartir pour 2 années d'études, pour valider un master, retenter le concours. Enfin, c'est beaucoup de choses. En fait, je ne me sens plus vraiment la force ni le courage de repartir, de refaire plusieurs années d'études sans avoir la garantie à la fin que ça débouche sur quelque chose de concret, en fait, sur un métier concret. C'est aussi, oui, alors il y a plusieurs choses, effectivement, il y a ça, et puis il y a aussi le fait que quand vous avez basculé, qu'on vous a diagnostiqué bipolaire, c'est lorsque vous étiez professeur des écoles, donc voilà. Vous avez peur aussi de rechuter. C'est vraiment les deux sont liés, sont associés pour vous dans votre esprit. C'était difficile pour vous, vous aviez du plaisir à ce métier ou pas tant que ça? C'était les deux. C'était les deux. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé que j'avais comme vocation de venir en aide aux enfants ou adolescents. C'est vraiment quelque chose de vraiment ancré en moi. Mais je prenais beaucoup de plaisir en classe, où j'étais très à l'aise avec les enfants, très à l'aise avec mes collègues. Après, c'est vrai que la surcharge de travail, quand même, le fait de devoir se travailler énormément à côté, ce qu'on oublie parfois, et me pesait. Je n'étais pas forcément organisé, pas suffisamment rigoureux, je pense, pour ce type de profession, et ça crée beaucoup de stress et donc beaucoup d'anxiété, et donc d'où antidépresseurs qui par la suite. Oui, mais vous n'étiez pas à ce moment-là aussi, on n'avait pas diagnostiqué la maladie, vous n'étiez pas suivi, enfin, vous voyez, il y avait tout ça aussi à prendre en considération. Voilà. Et sinon, qu'est-ce que vous songez à quoi quand vous imaginez, par exemple, votre avenir? Est-ce qu'il y a un projet vers lequel vous aimeriez aller? Récemment, alors j'ai un peu tout réfléchi à tout. Je ne suis pas manuel. Je ne suis pas attiré du tout par ce qui concerne le commerce, l'économie, l'administration. Donc ça limite beaucoup de choses déjà. Je ne suis pas calé en informatique. J'ai vraiment comme lorsque j'ai entrepris mes études de psychologie, c'était vraiment dans le but d'apporter une aide, de rééduquer. C'est surtout ces branches-là qui m'intéressent. Aujourd'hui, je pense, j'ai quelques pistes. J'ai posé des candidatures tout récemment pour être contractuel en tant que conseiller d'orientation psychologue. Oui. Et comme psychologue scolaire. Alors avec seulement une licence de psychologie, je ne m'attends pas à des miracles. Mais voilà, c'est vrai que si je pouvais commencer par ça, avec comme
comme projet de tenter peut-être le concours justement de conseiller d'orientation. Oui, ça serait pas une classe que vous auriez à gérer, à prendre en charge. C'est déjà, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même approche. Ça serait plus de l'individuel, et puis ça se rapprocherait de votre projet initial, puisque vous aviez commencé en faisant des études de psychologie. Tout à fait. Oui. Oui. Tout à fait. Bon, c'est à approfondir ça. Approfondir, mais voilà, c'est vrai que rien n'est joué. Et... rien n'est joué, non, mais tout est à jouer, tout est à faire. Oui, c'est vrai. Tout est à faire, et justement, ça doit être un projet à construire. Mm-hmm. Est-ce que, en plus de du psychiatre donc qui vous suit pour le traitement, est-ce que vous faites une psychothérapie? Enfin, est-ce que vous avez un endroit pour parler de vous, de votre histoire, de ce qui a pu être l'élément déclenchant? Parce que après, il y a la maladie en elle-même, l'importance d'avoir un traitement, mais aussi le fait de pouvoir parler de son histoire, d'avoir un soutien de vous, vous ne vous résumez pas votre maladie, de tout ce qu'il y a, de tout ce qui fait votre singularité aussi. Tout à fait. Alors en fait, j'ai vu plusieurs psychologues. Ça a commencé assez jeune puisque je suis homosexuel, donc c'est vrai que j'ai été amené à rencontrer des psychologues assez jeunes pour pouvoir en discuter et pouvoir le vivre pleinement. Mais à votre demande ? À ma demande, oui. D'accord. Et récemment, en fait, avant de quitter la ville où je travaillais et de revenir chez mes parents, je suivis une psychologue avec qui ça se passait très bien. Et donc, mais là, je suis loin d'elle. Et c'est vrai que je n'ai pas envie de reprendre forcément une psychothérapie dans la ville de mes parents, parce que voilà, j'ai comme idée de retrouver cette psychologue et de pouvoir continuer le travail qu'on avait commencé ensemble. Oui, je comprends. Mais ça veut pas dire rien n'empêche. Ça ne veut pas dire que vous allez la retrouver, cette psychologue. Non. Mais pourquoi ? Non, parce que je ne sais pas où je vais être amené. À travailler. Voilà. Oui, alors d'autant plus, si en plus vous ne la retrouvez pas elle, il est important, j'allais dire de toute façon, le temps que vous êtes là quelque part, d'avoir. C'est toujours intéressant d'avoir même un autre regard. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui... je sais que c'est compliqué de parler de soi. C'est pas le problème. Non. C'est vrai que j'avais envie de travailler au long terme, en fait. Je sais qu'une psychothérapie se fait au long terme. Oui, c'est vrai. Mais plutôt que de rien... Je trouve que si vous êtes là chez vos parents, que vos journées finalement ne sont pas vraiment occupées, si ce n'est à un peu vous angoisser par rapport à votre avenir, c'est pas très... vous tournez un peu en rond. Et que ça serait finalement un peu plus constructif pour vous de parler avec quelqu'un qui vous ferait sortir un peu de votre univers là où de toute façon il se passe pas grand chose pour le moment. Non, c'est vrai. Ça serait une bulle un peu vers l'extérieur. C'est un peu une ouverture, quoi. Parce que là, de fait, à un moment, vous n'aviez pas eu le choix et c'était important parce que vous alliez pas bien, parce que vous étiez mal et puis parce que socialement, vous ne pouviez plus, n'ayant plus d'emploi, vous ne pouviez pas payer votre loyer. Bon, vous êtes revenu chez vos parents et c'est un moment comme ça de votre vie. C'est pas si grave, c'est un moment de votre vie et c'est bien que vos parents puissent être là pour vous. Quelle relation avez-vous avec eux ? Très bonne. Bon, alors c'est d'autant mieux pour vous. Vous voyez, donc en plus la relation étant bonne avec eux, donc bon, ils sont là pour vous. Vous pouvez vous appuyer sur eux. Bon, mais pour autant, que vous ayez un peu un espace à vous. Ça peut être aussi cet espace-là, à un moment,
Alors, c'est vrai que ça ne sera pas du long cours, parce que vous avez raison, Vincent. Vous n'allez pas. Le but, c'est pas que vous n'allez pas faire votre vie chez vos parents. On est bien d'accord. Hein, Oui. on est bien d'accord. Vous n'allez pas rester dans votre chambre où vous étiez quand vous étiez petit et vous installer là. Mais en attendant, ça peut vous booster un peu. D'accord. Moi, je pense. Hein. Après, bon, vous verrez bien. Mais si vous trouvez quelqu'un, vous voyez, après, c'est un coup de poker aussi, un coup de chance. Voilà. Si vous trouvez pas dans la ville où vous êtes quelqu'un avec qui vous accrochez, bon, bah, vous laissez. Et pour le moment, vous vous contentez du traitement et puis vous verrez bien selon ce qui se passera. Mais ça peut être un plus. Vous voyez, ça peut être un plus pour vous. D'accord. Pour vous motiver, pour faire des démarches. Pour vous, déjà, de toute façon, la priorité, c'est de vous renseigner pour les concours, pour voir ce qu'il en est là, pour l'année qui vient. Oui, ça c'est. Oui, je suis en train de me renseigner. C'est vrai que malheureusement aujourd'hui, avec même une licence, on a malheureusement accès à plus grand chose. Mais vous avez demandé ? Oui, je me suis renseigné. Oui. Et qu'est-ce qu'on vous dit ? Il faut maintenant la porte de sortie, c'est justement de retenter des concours avec la licence, vous pouvez tenter le concours, c'est ça ? Normalement, Vous savez pas bien ? Si, pour le concours de conseiller d'orientation, il est marqué que normalement la licence suffit, mais qu'il y a de plus en plus d'admis de maîtrise, en fait, de gens qui ont le master. Alors après, c'est à vous de voir. Soit pour l'année prochaine, vous vous inscrivez pour la maîtrise. Qu'est-ce qui est le mieux, voyez ? S'inscrire en maîtrise ou passer le concours. Parce que c'est important, vous savez, ça va venir vite. Hein. On est en juillet. Oui, pour les inscriptions. Et ça va venir très très vite. Il ne faut pas que vous loupiez l'année qui arrive là. Oui, c'est d'autant plus, le choix est d'autant plus difficile en fait à faire. C'est vrai que arriver à un certain âge, retourner en études, pareil. Vous avez 30 ans, hein. Franchement, il y a plein de gens qui reprendre des études à 30 ans, c'est rien. Hein. Surtout, vous n'êtes pas en première année. Hein. Vous vous inscririez en maîtrise. Franchement, ça ne doit pas vous arrêter, ça. Vraiment, hein. Que ce soit pour passer un concours ou pour une maîtrise. On va accueillir Catherine. Bonsoir, Catherine. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Bonsoir à ce jeune homme, Vincent, je Oui, crois. c'est Vincent. Voilà, alors je voulais lui dire que dans mon école, nous avons accueilli une institutrice, professeure des écoles, pardon, excusez-moi, c'est le vieux réflexe, oui. Qui était bipolaire et qui était en réintégration thérapeutique. Et au départ, nous n'avions pas été prévenus. Et petit à petit, en la découvrant, c'était une femme absolument charmante et pleine de capacités, effectivement, et des sautes d'humeur. Et au départ, elle s'est enfermée dans la bibliothèque. Et petit à petit, on venait avec des groupes de 2-3 élèves, et puis ensuite un peu plus nombreux, et puis ensuite avec des classes. Et on lui a proposé de venir dans nos classes, les unes, les autres. Et elle s'est réadaptée. Elle était très, très bien suivie. Elle avait un très bon psychiatre. Et au bout de 2 ans, elle a quitté notre école. Elle a eu un poste de directrice d'école où elle réussit admirablement. Ah oui, en effet. Donc, voilà. C'est une sacrée évolution. Voilà. Donc, je veux dire qu'il n'y a pas que... il faut que l'entourage, y compris l'entourage complètement extérieur à sa vie de famille, puisse aussi aider. Et ça m'apparaît très important parce que pour elle, ça a été une victoire sur elle-même, une victoire pour son couple, parce que c'était pas facile pour son mari, et en même temps l'affirmation de sa profession qu'elle aimait profondément, et elle se sentait dévalorisée du fait de sa bipolarité. Et maintenant, elle est directrice d'école et elle réussit formidablement, quoi. Donc, on a été très, très, très heureux, vraiment, de pouvoir l'aider sur ces 2 années.
Oui, mais c'est ça. Mais il n'y a pas eu aussi de jugement porté sur elle négatif. Et ça l'a considérablement aidé. Et et je vous remercie beaucoup, Catherine, d'avoir appelé parce que votre témoignage est très important et j'aimerais que ça puisse redonner confiance à Vincent parce que c'est ce que dit Osiris aussi. Il faut garder confiance en vous, Vincent, ou pas perdre confiance en vous, j'ai envie de dire, parce que il y a vraiment beaucoup de personnes bipolaires. On ne sait pas dans notre entourage professionnel, amical, si, parce qu'en général les amis peuvent se confier à nous. Alors sinon, à quoi ça sert d'être amis ? Mais ça n'empêche vraiment pas de vivre en société, parce qu'on sait très bien maintenant il faut trouver le traitement adapté. Et donc mais c'est simplement l'attention qu'on leur porte, sans peser. C'est redonner une dignité qu'ils n'osent plus se donner. Oui, non, mais c'est ça. C'est là, en plus, on sent que vous l'avez accepté, ce qui est souvent le plus difficile. Et maintenant, écoutez, il faut simplement, il faut que vous, oui, mais vous allez maintenant, il faut vous renseigner parce que ça, je vous dis, il faut quand même un peu vous booster là pour le coup, savoir pour la rentrée, qu'est-ce que vous allez faire, pas laisser passer une année de plus quand même. C'est important pour vous. Il faut que vous ayez un projet. Parce que ça vous mine le moral aussi, de rester comme ça sans projet. Mais Vincent, vous avez votre diplôme de professeur des écoles. Non, malheureusement, non. C'est ça le problème. En fait, j'ai passé le concours une première fois lorsque l'admission se faisait à partir de la licence. Ah oui. Mais voilà, aujourd'hui, je n'ai que ma licence. Je n'ai pas validé ma maîtrise. Ah, la fichue réforme. Voilà. mais ne renoncez pas, ne baissez pas les bras. Si vous sentez que c'est votre voie, vous aurez toujours, je dirais, des bras tendus dans les écoles pour vous aider. Merci beaucoup, Catherine, de votre soutien et de vos paroles pleines de réconfort. Un dernier mail de Marc également qui dit « Je comprends tout à fait le manque de confiance en l'avenir de Vincent. Le fait d'accepter sa maladie et des soins, c'est déjà le plus important pourtant. Je parle en connaissance de cause, également bipolaire à 46 ans. J'ai compris, après 3 rechutes graves en 30 ans de maladie, qu'on doit passer par plusieurs phases avant de prendre confiance et d'envisager un projet de vie quel qu'il soit, mais rien n'est trop tard. Je suis en sociologie, en 3e année de licence, en ce moment, et à mon âge, et j'ai enfin trouvé mon bonheur. Alors courage, tu es vraiment encore très jeune, Vincent, dit Marc. Voilà. D'accord. Il y a Catherine qui dit « Une formation le soir et un avis d'un conseiller d'orientation au CNAM serait judicieux et reconnu. » Oui, c'est vrai, vous qui voulez être psychologue conseiller d'orientation, et pourquoi pas aller en voir un, en commençant peut-être par là. Oui, ça et comme ça, vous pourriez aussi lui poser des questions sur le métier. Tout à fait. Ça commencerait peut-être par là, du concret. Voilà. Elle a raison, Catherine. Tout à fait. Allez, bon courage. Mais renseignez-vous, là, vraiment, parce qu'il faut que vous démarriez, là, en ayant un projet concret. Ça va aussi vous aider, voyez, à vous mettre sur des rails, ce qui est compliqué quand il faut reprendre, et puis à avoir quelque chose d'un peu structuré. C'est ce dont aussi ça aide, voyez, à structurer un peu les choses. Ça vous aidera à vous sentir mieux. Tout à fait. Allez, gardez confiance. Au revoir, Vincent. Merci beaucoup, Catherine, de votre aide. Au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. Dialoguez avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21. 50 centimes plus coût d'un SMS.
Alors, un petit SMS de Mélina qui dit « Cernez bien aussi votre résistance à la fatigue intellectuelle, Vincent. Pour moi, c'est aussi le principal problème pour ne pas rechuter. Bon courage à vous. » Et on accueille maintenant Marie. Bonsoir. Caroline. Bonsoir Marie. Je sais pas trop comment commencer. Alors, vous avez été mariée pendant 18 ans et puis un an après votre divorce. Non, 3 ans après. Bon, alors là, moi, j'avais un an. Bon, 3 ans après votre divorce, vous êtes tombée amoureuse d'une personne. Oui. Et vous vous êtes aperçue que cet homme avait un problème avec l'alcool. Oui. Alors, au départ, cette addiction ne vous posait pas de problème. Vous l'avez supportée pendant des mois. Pendant un an. Pendant un an, d'accord. Donc, en fait, il s'alcoolisait dès le début de votre relation. Non, au début, il me l'a caché. D'accord. Et vous l'avez découvert quelques mois après ? Voilà, c'est ça. Mm-hmm. Et donc j'ai subi tout ce qu'il y avait avec, les insultes, le ramassage des excréments, l'humiliation. Ah bah dites-moi, oui, tout, c'était quand même assez... ça allait très loin, parce que toutes les personnes qui s'alcoolisent vont quand même pas aussi loin. Et puis même des rapports intimes et tout ça, quoi. D'accord. Et il changeait souvent de comportement. Un coup c'était rouge, un coup c'était vert. Alors ce soir, il vous a... un coup j'étais qu'une amie, un coup, voilà. Mais vous avez supporté ça pendant un an ? Hein ? Vous avez supporté ça pendant un an ? Oui. D'accord. Et je ne sais pas si on vous a dit, mais je suis une personne en fauteuil roulant. Non, on n'en a pas parlé. Je suis une personne handicapée en fauteuil roulant. D'accord. Et cette personne, je l'ai rencontrée dans un CMP. Donc voilà. Parce que j'ai une maladie, je suis handicapée physique, mais pas mentale, mais de naissance de 6 mois et demi. Oui. Et donc, suite à mon divorce, je suis allée en psychiatrie. On m'a mis en psychiatrie. J'y suis restée 4 à 6 mois pendant 2 périodes. Et après, on m'a rechuté dans ma ville, dans un CMP. Mais bon, le problème, les gens du CMP, j'ai rien contre eux, mais c'est des gens qui ont d'autres problèmes que moi, quoi. Et des fois, je me sens pas à ma place, quoi. Mais le CMP, c'est de toute façon des consultations de jour, donc vous n'y restez pas. Si, je vais faire des activités là-bas. D'accord. Mais et je suis avec d'autres personnes qui ont des problèmes de drogue et d'alcool, quoi. Oui. Oui, mais enfin, il faut dire que là, vous étiez avec un homme qui en avait et qui partageait votre vie au quotidien et qui était dans la violence avec vous. Oui. Alors, vous dites effectivement qu'étant en fauteuil, vous ne pouviez pas vous défendre comme vous auriez aimé pouvoir vous défendre. Non, mais il me tapait pas, mais c'était plutôt verbal, quoi. Et vous êtes... C'était aussi des choses sur mon physique, sur mon état, sur... Oui, quand il avait bu. Oui. Et quand il n'avait pas bu? Il me retéléphonait ou il venait me voir et puis il s'excusait. D'accord. Et puis pendant des périodes, je le voyais pas. Il venait pas, il me donnait pas de nouvelles pendant un mois. Et puis après, il revenait, il m'harcelait au téléphone. Il disait qu'il avait besoin de moi, qu'il voulait parler et tout. Il savait que j'étais toujours là à son écoute. Parce que moi, j'ai pour principe de jamais rejeter les personnes qui ont des problèmes. Parce que moi, vu ce que j'ai vécu dans ma vie par rapport à mon état et par rapport aux problèmes que j'ai eu avec mes parents qui n'acceptaient pas mon handicap et puis qui m'ont un peu rejeté, et je suis passée dans des centres, des choses comme ça, dans ma petite enfance. Donc, le fait que mon mari m'ait quitté, m'ait trompé, et que cette personne-là, d'une certaine manière m'a trahi, je vis ça comme un abandon. Je sais pas si vous comprenez. Mais vous, dans votre enfance, vous dites vos parents n'acceptaient pas votre handicap et vous ont placé, c'est pour cette raison qu'ils vous ont placé dans des centres? Oui, voilà, j'y suis allée à l'âge de 6 ans.
Et puis après, bon, je faisais des passages épisodiques chez mes parents, puis après j'étais en école normale, et après je suis repartie. Et bon, là mon père est décédé, mais ma mère, j'ai toujours des conflits avec elle est loin. Parce que à chaque fois, elle comprend pas mes difficultés, elle me reproche. Elle me reproche, elle dit que si je suis comme ça, c'est que je fais pas assez d'efforts, enfin. Donc là, je suis, si vous voulez, suite à mon divorce, j'ai pu récupérer ma maison. Et donc, je suis dans une maison adaptée. Mais j'ai pas d'amis, je sors jamais. Ça fait plus de 6 ans parce que mon mari est parti en 2007, mais depuis que le divorce a été prononcé en 2009, j'ai plus d'amis, tout le monde est parti, tout le monde. Et puis le fauteuil, ça fait peur, l'handicap, ça fait peur. Mais moi j'estime que même handicapés, on est des gens comme tout le monde, on a le droit d'aimer, on a le droit de... Et puis moi j'ai souvent dépanné des personnes, aidé des personnes, mais bon, les personnes ils viennent à un temps, ils font ami, et puis même dans mes relations amicales, et puis après du jour au lendemain je les vois plus, donc je comprends plus, parce que je fais rien de mal, quoi. Et là dans cette relation là, au début, moi, je voulais pas parce qu'il y avait tout ce qui nous opposait. Il y avait notre différence d'âge, il y avait le fait que j'étais handicapée, et puis que lui, il paraissait pas malade, mais valide. Voilà, c'est ça. Donc au début, je me suis dit, mais non, ça peut pas être ça et tout. Puis j'ai voulu jouer franc jeu avec lui, donc je lui ai dit la vérité. Donc au départ, il m'a dit, on va voir, on va rester amis, puis on verra. Quelle après, vérité? C'est lui qui s'est rapproché de moi, et puis ça a commencé comme ça, mais au début, quand il venait, il buvait pas. Alors, c'est vrai que vous avez un parcours compliqué du fait que, de toute façon, vous, dès le départ, du fait de votre handicap, ça a été un problème et ça a créé du rejet au sein même de votre famille et chez vos parents. Donc aussi le rejet dont vous parlez chez les autres maintenant, malheureusement, vous l'avez rencontré très tôt. Oui, à chaque fois, tous les problèmes que j'ai, c'est par rapport à ça. On me dit que je suis une bonne personne, que j'ai des valeurs et tout ça. Oui. Mais on me dit, c'est dommage, j'ai ton fauteuil. Mais moi, j'estime que quand on apprécie une personne, que ce soit en amitié ou en amour, on la prend telle qu'elle est. Moi, je l'ai pris tel qu'il était. Même après, quand j'ai vu tous les problèmes qui me posaient à moi... mais vous acceptez même, je vais vous dire, de lui, des choses qui ne sont pas acceptables. Non, en l'occurrence, Marie, qu'il vous maltraite. Alors, vous dites, ah oui, mais il ne me frappait pas. Encore heureux. Mais... En tout cas, avec des mots, il vous humilie, il est odieux avec vous. De quel droit ? Mais parce que malheureusement, vous avez été habitué très tôt à ça. Donc, comme s'il fallait donner beaucoup, supporter beaucoup, accepter beaucoup pour être aimé un tout petit peu en retour des autres. Et donc, pour vous dire la suite... Donc, faire oublier votre fauteuil. Mais vous n'avez pas à faire oublier votre fauteuil, parce qu'effectivement, vos qualités, elles sont pas liées au fauteuil. C'est ce que je lui ai dit. Oui, mais vous prêchez dans le vide, Marie, avec cet homme, parce que cet homme, lui, il a un problème d'alcool. Donc, quand de toute façon, il est alcoolisé... là, vous parlez à un mur, ça ne sert à rien de lui parler, il n'entend pas. Et puis, quand il n'est pas alcoolisé, là, il est prêt à vous promettre monts et merveilles, il s'excuse, il pleure, il vous dit qu'il va plus recommencer, que tout sera merveilleux. Mais dans les faits, il recommence parce que c'est une véritable dépendance et c'est pas vous, avec toute votre tendresse, toute votre affection, tout votre amour, qui pouvait l'aider. Non, je sais. Il n'y a que lui. Voilà. Donc, vous n'avez pas à accepter, si vous voulez, d'être malmené et de payer comme vous le faites là. Alors, même parce que ça remplit, ça comble une solitude. Parce que j'entends bien qu'il y a une solitude. Là-bas, je suis suivie par une psychologue
Et donc, je lui en ai parlé de ça. Et elle m'a fait la même réponse. Elle croit... Moi, j'y ai pris un peu mal parce que elle croit que j'ai pris cette personne pour meubler ma solitude, pour avoir quelqu'un et tout. Mais je lui ai dit que c'était pas du tout ça. Que si j'ai pris cette personne, c'est que j'avais vraiment des sentiments puis que je voulais qu'on aille loin tous les deux. Et lui, il me l'a fait croire. Parce que si j'aurais voulu, j'aurais pu prendre n'importe qui. Non, mais au départ... Prendre quelqu'un d'un soir, et puis, non, si mais c'était bien pour sûr. meubler ma solitude. Mais Marie... Je suis pas du tout comme ça, Caroline. Mais Marie, bien sûr que au départ, bien sûr que vous avez eu des sentiments pour cet homme et que vous avez toujours des sentiments. Le problème, c'est qu'à partir du moment où cet homme se comporte de façon odieuse avec vous, et n'a plus de respect vis-à-vis de vous, pas plus qu'il en a d'ailleurs pour lui-même. Non, mais je sais bien. Pourquoi vous vous accrochez? Parce qu'il y a une très grande peur, vous l'avez dit vous-même d'ailleurs, il n'y a plus personne. Alors, il n'y a plus personne, mais parce que, si vous voulez, là, par moments, ça fait tellement peur, et c'est pas un reproche qu'elle vous a dit, cette psychologue. C'est aussi, elle essaie de décrypter ce qui se passe. Et ça veut pas dire qu'elle pense de vous que vous êtes quelqu'un qui se raccroche à n'importe qui serait prêt à prendre n'importe qui, et y compris un homme pour un soir. Elle a bien compris que c'est plus profond de ça. J'ai dit, pendant 18 ans, j'étais mariée, j'ai aimé mon mari. Mais bien sûr. Mais cette personne-là que j'ai eue pendant un mois, c'était pas le même amour, il m'a plus apporté. Et ça, je lui disais que j'arrivais pas à comprendre. Alors elle m'a répondu qu'il y avait plusieurs sortes d'amour, qu'on pouvait aimer plusieurs fois, et de différentes façons. C'est vrai. Donc ce qui veut dire aussi que après cet homme, la vie ne s'arrête pas à cet homme-là aussi. Ben moi, j'ai tout arrêté. Oui, vous avez tout arrêté à un homme qui ne va pas bien. Qui ne va pas bien et qui, pour le moment, ne vous apporte finalement, même s'il y a de bons moments aussi avec lui, il y a quand même des moments où il vous rabaisse, où il vous humilie, et où peut-être vous avez aussi envie dans ces moments-là de l'aider, de faire en sorte ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous. De tendre la main, de pouvoir l'aider, de pouvoir... J'ai toujours été comme ça. Oui, je sais. Mais quand les autres... C'est qui m'a appris ça. Et puis la tolérance et tout ça. Oui, mais dans ces cas-là, si moi, vous voulez... J'ai pour les autres... Oui, mais vous en avez tiré profit, vous, Marie. Mais les autres ne l'ont pas pour moi. Parce que oui, mais parce qu'il faut prendre... c'est le fauteuil. Alors, je pense pas, tout le monde déjà ne voit pas comme ça, même si c'est vrai que une personne handicapée, ça provoque souvent beaucoup d'émotions, voire de la peur, parce qu'on voit ce qui lui manque. Hein, et que finalement, on ne voit pas ce que la personne, elle se résume pas à ça, évidemment. Ouais, je lui ai dit, parce que depuis un mois, j'avais pas de nouvelles, et puis là, il a recommencé à m'appeler au téléphone, donc les premiers jours, j'ai pas répondu, parce que j'étais pas bien, puis je me disais, mais qu'est-ce qu'il veut encore? J'ai dit, il se fout vraiment de moi et tout. Puis ce soir, sans faire exprès, mon téléphone a sonné, puis je croyais que c'était quelqu'un, une autre personne, mais j'ai pas, ça s'affiche pas, puis je suis tombée sur lui. Donc au début, il a été très gentil et tout, puis après, vers la fin, il m'a dit, oh mais de toute façon, je sais que tu me veux pas de mal, tu m'as toujours aidé, tu as toujours été là, mais il faut mieux qu'on reste amis. Alors je lui dis, mais pourquoi? J'ai dit, avec la relation qu'on a eue et tout, je dis alors j'étais tellement en colère que je lui dis, mais tu t'es amusé. Pour moi, tu t'es amusé. Je dis, on jette pas les gens comme ça, puis on leur demande pas certaines choses. Puis je dis, avec tout ce que tu m'as fait, il serait peut-être finalement, c'est là où il est peut-être assez lucide. Il serait peut-être un meilleur ami. Et encore, je ne suis pas certaine. Eh ben alors, écoutez. En tout cas, en tant qu'amoureux, c'est une façon de vous dire qu'en tant qu'amoureux, il se rend peut-être compte qu'il ne peut pas. Et qu'il va vous blesser et vous faire du mal. Oui, mais pourquoi il a attendu plus d'1 an? Mais parce que l'alcool est trop là. Vous savez, une personne qui est dans l'alcool, il n'y a plus qu'elle, cette personne et l'alcool. Les autres n'existent plus. Bon, il m'a fait comprendre ça. Et puis après, il me dit comme ça, oh mais j'aurais envie qu'on parle tous les deux, j'aurais envie de venir chez toi, qu'on se passe un film et puis qu'on parle. Mais je lui dis, mais ça sert à quoi? Mais oui, mais parce que, vous voyez, à un moment, ça va vous faire du mal.
C'est-à-dire que lui, il aimerait... qu'il vienne et il n'a pas le prix. Oui, mais parce qu'il faut que vous pensiez à vous. Parce que lui, il veut qu'on reste amis, qu'on fasse comme avant, mais moi, je peux pas. Oui, mais alors, c'est très bien que vous lui ayez dit non, Marie. Parce que ça montre que quand même, là, justement, eh bien, si vous aviez eu à un moment tellement peur, vous auriez pu dire, oui, passe quand même. Et puis, ça vous aurait fait du mal parce que vous voulez le voir en tant qu'amoureux et lui, il a envie. Ça montre qu'il vous apprécie. Quand il se met à boire, après il change de comportement. Ça montre qu'il apprécie votre câlin, Marie. Et puis après, oui, mais quand il a bu, il apprécie votre présence. Mais il m'a dit que j'étais sa meilleure amie, Marie. Oui, mais bon, vous voulez plus, il n'est pas en mesure de le donner. Écoutez-le, même si ça vous fait du mal, parce qu'à un moment, cet homme ne peut pas vous apporter ce que vous recherchez. En revanche, à un moment, il faut que vous arriviez, vous, à prendre soin de vous. Parce qu'alors, au début, tout ce qu'on a eu... Non, mais attendez, Marie, à un moment, il faut aussi que vous soyez un peu... bien sûr que je vous dis pas ce que vous attendez. Non, mais c'est pas ça, mais je veux dire, mais alors au début... Ça fait mal, mais parce que je vais pas aller vous dire... C'est lui qui est venu ce me que chercher, vous dit. Mais oui, mais il vous dit lui-même qu'il peut pas vous donner ça. Lui, actuellement, il est pas en état. Cet homme, il va mal, Marie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Je vais vous dire, oui, il va venir, et puis quand il aura bu, il va être câlin, il va coucher avec vous. C'est ce que vous voulez ? Non, quand il aura bu ? Bon, alors vous voulez pas comme ça ? Eh ben voilà, vous voulez pas ça comme ça. Donc à un moment, comme le dit Nadège, savoir donner, c'est pas se sacrifier. C'est aussi vous respecter vous-même. Donc c'est peut-être ça aussi dans votre relation aux autres. C'est apprendre, finalement, à prendre soin de vous. À cause de ça, j'ai perdu confiance en moi. Mais oui, c'est ça, vous perdez trop confiance en vous, alors que vous êtes quelqu'un qui avait plein de belles qualités. Et là, vous les gaspillez, Marie. C'est dommage. Alors évidemment, avec un prénom pareil, vous me direz, bon, vous donnez. Mais à un moment, vous voyez, il faut pas non plus vous gâcher. Parce que vous donnez à des gens qui savent pas recevoir. On donne pas sa chemise à quelqu'un qui n'en veut pas. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que, vous savez, c'est même écrit charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc il faut que vous appreniez à vous donner à vous. Mais simplement, vous, dans votre histoire, on vous l'a pas appris ça. Et c'est vrai que malheureusement, même le fait d'avoir un handicap, ça a été dans votre propre famille, le regard de vos parents, une source de rejet. Alors que vous avez une personnalité très attachante, mais vous avez le sentiment qu'il faut toujours donner plus pour qu'on vous aime. Et moi, je pense que vous pouvez trouver autour de vous, même si c'est effectivement plus difficile, des gens... Je vois personne, j'ai pas de locomotion, j'ai rien, je suis toute seule alors dans ma c'est vie, ça qui est plus compliqué. Et ça, il faudrait que vous contactiez peut-être l'association des paralysés de France. Vous voyez, que vous vous mettiez en contact avec eux, parce que vous êtes dans un trop grand isolement. Oui, mais on est toujours, comme je disais à la psychologue, ça va peut-être être dur ce que je dis, mais on est toujours dans le schéma de maladies, de choses comme ça, et moi je veux voir autre chose, quoi. Non, mais pour voir justement par rapport à vos moyens de locomotion, par rapport à des choses comme ça. Non, parce que des associations telles que les Paralysés de France et tout, ils sont pas là à maintenir la personne dans son handicap, pas du tout. Parce que j'en ai fait partie pendant un temps et puis j'ai eu des surprises, mais bon. Oui, mais écoutez, ça dépend après des personnes qu'on peut rencontrer. Mais justement, j'ai envie de dire, vous, pour faire face au handicap, et très tôt, quand vous étiez enfant, pour survivre par rapport aux autres, vous avez développé des capacités, que ce soit de réflexion, d'intuition, d'échange, que la plupart des autres enfants valides non pas. Donc vous avez une approche de la vie, des problèmes, des personnes tout à fait différentes. Donc si vous voulez, on voit toujours ce que les personnes handicapées n'ont pas, mais on voit pas ce qu'elles ont
et ce qu'elles ont de plus et ce qu'elles peuvent nous apporter. Donc j'ai pas une vision du tout. Comme je lui ai dit à lui, je dis base sur le physique, mais je dis il n'y a pas que le physique, il y a l'intérieur, il y a ce qu'il y a dedans, il y a les. Non, mais c'est pour ça que j'ai pas du tout une vision misérabiliste du handicap, voyez. Parce que je pense au contraire que il faut aller puiser en soi-même des ressources, un potentiel que quand on est valide, on n'a pas à aller chercher. Donc après, ce qui est compliqué, effectivement, ça peut être on en parlait, plus que la solitude, c'est l'isolement, d'être reclus et alors ça. Comment sortir de ça? Voilà, ça c'est un vrai problème et que dans beaucoup de villes c'est pas fait pour les handicapés. Il y a beaucoup de choses comme ça. Donc c'est pour ça que je disais peut-être se tourner vers des associations, voir comment sortir de ça, parce que c'est vrai que rester chez soi toute la journée, ça va pas. Voilà. Ça fait 6 ans que ça dure. Ouais, c'est pas possible. Ça fait 6 ans que ça dure. Je vois que mon aide ménagère, c'est tout. Oui, mais c'est pas possible. Vous êtes trop jeune pour ça. Vous avez quoi? Vous avez 49 ans. Oui, 49 ans, vous pouvez pas rester entre 4 murs comme ça. Eh ben, ça dure depuis des années, vous savez. Et puis, quand il y a eu cette relation, pour moi, même qui venait pas de temps en temps et tout, pour moi, c'était tout, quoi. Je me suis... Et puis, ce soir, j'étais... Et pourtant, il dit qu'il m'apprécie. Mais certainement. Qui regrette pas ce qui s'est passé. Mais j'en suis sûre, c'est là où il ne faut pas vous dévaloriser. C'est-à-dire qu'une fois de plus, vous vous dévalorisez. C'est-à-dire moi, j'ai l'impression qu'il m'a trahi. Mais alors, moi, je ne crois pas. C'est là où vous vous dépréciez, Marie. C'est-à-dire quand vous dites oui, alors il s'en rend compte au bout d'un an et que vous avez le sentiment de vous être fait avoir et que. Je lui ai dit, et il m'a dit non, il m'a dit c'est pas ça. Mais je crois, franchement, je pense que cet homme. Parce que là, quand il m'a appelé, il avait pas l'air alcoolisé. Non, mais Marie, je pense que s'il ne vous appréciait pas, vous croyez qu'il aurait envie de venir chez vous voir, regarder un film, vous garder comme ami? Je pense que sincèrement, il apprécie votre compagnie, qu'il aime être avec vous, mais que en même temps, il a pas dans ces moments de lucidité, dans les moments où il ne s'alcoolise pas, il sait très bien qu'il ne peut pas vous apporter ce que vous recherchez. Il n'en est pas capable parce il m'a dit que je méritais pas un garçon comme lui parce qu'il buvait. Mais oui. Mais je lui ai dit que moi, ça me faisait rien parce que moi, je comprenais son problème, que je le jugeais pas parce que moi, j'avais le mien. Oui, mais c'est pas du même ordre. Parce que vous avez le vôtre, c'est-à-dire que vous êtes en fauteuil et que donc, c'est une souffrance, ça réveille, si vous voulez, toutes les souffrances, tout ce rejet, toute cette enfance qui a été compliquée, tout ce rejet. Mais si vous voulez, c'est pour ça que vous acceptez, pour autant, sa souffrance à lui, son alcoolisme. Parce que moi, je voudrais pas qu'on lui fasse ce qu'on m'a fait. Oui, mais moi, je vais vous dire la grande différence, Marie. C'est que vous êtes très bienveillante vis-à-vis de lui. Vous êtes prête à l'aider, vous êtes prête à prendre soin de lui, justement, vous êtes extrêmement tolérante, extrêmement indulgente. Lui, dans les phases quand il a bu, il est plus du tout bienveillant à votre égard. Et ça fait vraiment la différence. Voyez ? Donc vous dites que quand il a bu, il se sert de moi, quoi. J'ai pas dit qu'il se servait de vous. Moi, j'ai dit comme ça, mais bon. J'ai pas dit qu'il se servait de vous. J'ai dit que quand il était sous l'empire de l'alcool, malheureusement, là, il est plus bienveillant à votre égard et qu'il faut vous protéger. Ma psychologue m'a dit pareil, qu'il m'a dit qu'il fallait que je fuis. Oui, voilà. On se rejoint. Alors, je vais vous lire quelques réactions pour conclure. C'est Amanda de Corse qui dit « Vous avez des qualités exceptionnelles et c'est le plus beau cadeau que vous a donné la vie. Soyez-en consciente. » Amanda qui vous embrasse. Il y a Nina qui dit « Fuyez-le, Marie. » Vous savez, elle dit « Il peut devenir dangereux. J'ai connu ça longtemps. » Et puis Lulu qui dit « Il existe des transports, même pour les personnes handicapées. » Sergio dit « Cet homme vous est toxique, sortez-le de votre vie. »
Et puis Ava dit le statut même de victime constante ne rachètera jamais le rejet de vos parents. C'est une douleur ajoutée à laquelle vous ne pouvez recevoir la complicité attendue. Et puis il y a quelqu'un qui dit fuyez cet homme, vous n'arriverez jamais ni à le soigner ni à le sauver. J'ai vécu ça 30 ans. Rompez avant qu'il ne soit trop tard. Disent les personnes. Laurence de Picardie dit arrêtez cette relation néfaste pour vous. Vous êtes tombée amoureuse de lui, mais il s'est bien rendu compte qu'il ne peut vous apporter ce que vous recherchez. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des sentiments pour vous, mais il est trop malade actuellement. Il faut qu'il se soigne lui et que vous vous occupiez de vous. Bon courage Marie. Oui. Au revoir. Il est minuit, vous écoutez Europe 1. Et le journal est présenté par Jean-Michel Duez. Bonsoir Jean-Michel. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Europe 1. Cette émission est la vôtre. Vous pouvez y parler de vous en toute liberté et sans tabou en appelant le 39 21. Vous pouvez également nous faire part de vos réactions, de vos commentaires par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit ou également nous écrire sur le site europe1.fr. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Une ombre passait sur le mur, au pied duquel tu m'attendrais, la main posée sur les blessures que n'importe qui t'avait fait. La veille, quand je t'avais quitté, tu étais parti pour te mettre la mine dans des plans insensés. Dominique à Vers-le-Bleu. Bonsoir Nicolas. Nicolas, vous êtes avec nous ? Oui, vous m'entendez ? Oui, très bien. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, donc moi en fait je vous appelais pour parler de couple. Hein. Ça va changer un petit peu. Oui. Non, mais en fait moi j'ai eu, je me suis séparé pas au mois de mai cette année, mais au mois de mai donc 2011. Donc après 5 ans, donc de joie et de bonheur. Donc une séparation très moi qui m'a fait personnellement très mal. Parce que je pensais pas que cette personne serait capable de ça. Enfin bon, voilà, des choses qu'on découvre quand on se sépare. Et donc on est suivi une période très dure, très compliquée, avec une bonne grosse dépression, une petite tentative de suicide par-dessus. Donc moyen quoi. Et mais bon, c'était comme ça. Je veux dire, voilà, c'était dans une phase où j'étais pas bien, où vous savez quand vous faites beaucoup pour quelqu'un et que vous vous rendez compte que derrière il y a cette personne a mené pendant un moment une double vie. Mais c'est-à-dire qu'elle avait quelqu'un d'autre Ah oui, bien sûr, puisque oui, parce que tel que vous en parlez, effectivement, quand vous dites je pensais pas qu'elle était capable de faire ça. C'est comme si elle vous avait fait un sale coup, donc je pensais que c'était en rompant avec vous, mais c'est parce que il y avait un autre homme, donc. Oui, parce que une séparation c'est toujours douloureux, mais bon, malheureusement ça fait partie de la vie. Je veux dire, ça peut arriver à tout le monde, voilà. Oui. Mais là, quand vous découvrez, moi j'ai découvert par des factures qu'elle avait acheté un canapé, on avait toujours le même, comme dans l'appartement. Voilà, des choses comme ça. Donc à un moment, je lui ai dit, bon, écoute, t'as acheté un canapé, c'est bien, mais tu l'as quand même bien mis quelque part, ce canapé. Il n'est pas chez nous, donc il est autre part. Donc il va falloir que tu m'expliques à un moment où il est. Enfin voilà, quoi. Et bref, une séparation. Et j'étais vraiment très bas. Et donc je suis parti au Vert. Après, j'ai pris 3 semaines de congé. Je suis parti en Auvergne, dans une belle région. Et en rentrant, je me suis remis à sortir, tout doucement. Et donc 3 mois après cette séparation-là, lors d'une soirée, je tombe sur quelqu'un. Oui. Et c'était, on s'est vu, on a commencé à discuter. Et puis la soirée avançait, et plus la soirée avançait, et plus on discutait. Et à un moment, on s'est rendu compte que c'était peut-être un peu plus qu'une simple discussion.
qu'on avait. Et là, elle me dit, mais tu sais quoi, il y a un problème. Ouais. Bon, bah moi, en garçon poli bien éduqué, je me suis dit, bon, allez, dis-moi, tu es marié, c'est... Et là, je me souviens de son regard qu'elle m'a lancé, elle m'a dit, non, j'ai un cancer. Ah, oui, d'accord. Ok. Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire avec, hein. Elle vous l'a annoncé comme ça, tout de go, alors que c'était un de vos premiers échanges vraiment dans la soirée. Enfin, vous veniez de la rencontrer. Voilà, ouais. Pourquoi elle vous l'a annoncé, selon vous, tout de suite, comme ça, immédiatement elle me l'a annoncé parce qu'elle m'a dit de toute façon, si tu veux qu'on aille plus loin. Oui, elle était en chimiothérapie, Elle était en chimiothérapie. Elle avait perdu ses cheveux, Oui. Bon, ça se voyait pas, absolument pas. Moi, je l'ai pas du tout vu, hein. Mais bon, comme elle m'a dit, de toute façon, c'est un cancer du sein, donc si on va aller plus loin, tu vas rapidement t'en rendre compte. On lui avait enlevé le sein ? Tout à fait. Ah oui. Donc elle me dit, de toute façon, je préfère prévenir tout de suite, comme ça, tu es au courant et tu sais où tu vas, donc voilà. Ça ne m'a pas... Bon, ben voilà, c'est quelque chose de grave, mais je veux dire, c'est pareil, c'est toujours pareil, c'est que ça fait partie de la vie. Je veux dire, c'est pas parce que quelqu'un... On en revient à la personne avant qui était handicapée. Là, c'est une personne qui est malade, c'est pas parce qu'on est malade qu'on n'a pas le droit d'être aimé, d'avoir quelqu'un, ça n'interdit rien. Je veux dire, voilà. Donc, et bon, bah... On vit cette relation, même si c'est un peu compliqué, on vit cette relation. Parce que bon, elle-même a un passé, elle a été mariée 2 fois, divorcée 2 fois, un passé assez compliqué. Je crois surtout qu'elle en veut aussi un petit peu aux hommes parfois quand même. Et je lui jette pas la pierre. Vous avez ça un peu en commun, vous aussi, vous êtes vous êtes en colère de votre précédente relation. Il y a de la colère en vous encore. Oui, il y en a encore. Il y en a encore. Je lui en veux encore beaucoup. Pas qu'elle m'ait quitté, mais qu'elle m'ait quitté comme ça. C'est ça. Vous savez, ça fait vraiment mal quand quelqu'un... Vous vous rendez compte que la personne que vous aimez, avec qui vous partagez votre vie, en fait, elle s'amuse mieux avec un autre. Est-ce qu'on peut vraiment dire les choses comme ça, Nicolas ? J'ai essayé d'être, honnêtement, pendant longtemps, j'ai essayé d'être là, oui, bon, allez, ça peut, mais au bout d'un moment, c'est non, quoi. Faut trancher, et c'est non. Moi, j'admets une séparation, je l'admets. On peut très bien se dire au bout d'un moment, bah écoute, je suis désolé, ça colle plus, ou on a fait le tour de la question, ou voilà. C'est pas forcément qu'elle s'amuse mieux, c'est que parfois il peut y avoir dans une rencontre, alors que on est avec quelqu'un, une période de transition où il y a effectivement un entre-deux. Ça veut pas dire le fait de s'amuser, où il y a un côté frivolité qui est insupportable, mais où le choix est compliqué à faire. Oui, surtout que parce qu'on ne sait pas justement où on peut en être de ces sentiments. Alors il peut y avoir un attachement qui persiste, mais finalement qui n'a plus rien, qui n'est plus pas comparable à une nouvelle histoire, à quelque chose de plus passionnel des débuts d'une rencontre. Enfin, ça n'a rien de comparable, vous voyez. Non, mais pour autant, ça n'enlève pas tout ce que vous avez vécu avec elle. Tout à fait. Mais, non, mais le pire, c'est que bon, je suis relativement jeune, j'ai 31 ans. Mais bon, ça c'est mon côté parfois vieille école, c'est que j'ai quand même été curieux au bout d'un moment, et bon, c'est vrai, comme on avait quand même un appart, on avait plein de choses en commun. J'ai quand même fini par rencontrer ce charmant jeune homme, le nouveau. Et bon, j'ai quand même voulu m'assurer comment il était, parce que bon, je veux dire, on quitte quelqu'un, c'est bien, mais quitte quelqu'un pour j'allais dire pour ça, c'est pas le terme adapté, c'est pas du tout ça, mais pour quelque chose de complètement différent et de moins bien. Elle qui recherchait de la sécurité, de ci, de ça, tomber sur un mec qui boit quand même un petit peu, voire même beaucoup,
sans compter qu'ils consomment pas mal de substances illicites. On se dit, attendez, il y a un malaise là, c'est quoi que tu cherches du coup? C'était un homme bien, c'était le, tu veux quoi? Tu veux un bad boy? C'est ça, au bout d'un moment on comprend plus. Et là c'est pas évident à gérer. C'est ça. Oui, c'était l'inverse de ce qu'elle vous disait rechercher. Voilà, c'est complètement l'inverse. Oui, je cherche de la stabilité et tout. Non, là t'auras pas de stabilité. Voilà, et elle en a pas. J'ai des nouvelles parfois, elle en a pas. Parce que le pire, c'est que 3 mois après notre séparation, elle est tombée enceinte. Mais comment le savez-vous? Ça, je l'ai su en fait complètement par hasard. C'est parce que nous, en fait, nous, on habitait, la propriétaire n'avait pas du tout compris qu'on se séparait. Et donc, en fait, quand j'étais repassé la voir quelques mois plus tard, la propriétaire, parce que c'était une dame très gentille, elle me dit, ah, mais vous la rejoignez pas? Je fais, non, vous avez pas compris, je crois, c'est qu'on se sépare, hein. C'est pas qu'on déménage. Et, enfin, si, on déménage, mais chacun de notre côté, pas ensemble. Ah, mais donc, c'est pas vous alors le père de l'enfant? Je fais, de quel enfant? Elle est enceinte. D'accord. Ok. Et donc de là, elle m'avait rappelé, mon ex-compagne m'avait rappelé une fois pour des broutilles, et puis je lui avais dit, je fais, mais ça va, ta grossesse, ça se passe bien? Elle me dit, ouais, mais comment tu sais? Je lui explique la même chose, voilà. Je fais, ouais, d'accord. Bon. Donc 3 mois après notre séparation, t'es tombée enceinte, mais tout va bien, quoi. Tu l'avais pas rencontré avant, que dalle. Non, pas d'accord. Alors comment vous allez investir cette nouvelle relation en ayant autant de colère encore en vous et d'amertume, puisque on peut comprendre, hein, mais vis-à-vis de cette histoire-là. Ma nouvelle relation. C'est compliqué, une relation qui quand même est complexe du fait de la maladie de cette jeune femme, parce qu'on sent que vous êtes plein de colère, donc ça n'aide pas. Ça n'aide pas pour être tourné quand même vers cette nouvelle histoire où il va falloir pouvoir insuffler, comme dans toute nouvelle histoire, apporter du nouveau, de la présence, de l'investissement, et d'autant plus qu'il y a quand même aussi la maladie qu'on peut pas nier. Non, mais disons qu'en fait, je crois quelque part qu'on sait. Parce que finalement, vous appelez davantage pour parler de la précédente histoire que de celle-ci. Mais bon. Je crois que dans notre malheur à tous les deux, je crois qu'on s'est bien trouvé. Je m'imaginais jamais dire ça un jour, mais c'est qu'en fait, elle, si vous voulez, a aussi quelques rancunes envers les hommes. Donc en fait, moi j'ai encore quelques rancunes vis-à-vis de mon ex-compagne que j'ai toujours pas trop digéré. Et en fait, voilà, on est là l'un pour l'autre. Mais on vit cette relation simplement. D'accord, au jour le jour, vous ne vous projetez pas, d'accord. Non, on ne se projette pas, on fait pas de plan sur la comète, parce que l'un et l'autre, vu comme on a été échaudés, je crois qu'on n'en a pas tellement envie pour le moment, mais on a ce côté, on est de toute façon, moi je suis là pour elle, de toute façon, il n'y a aucun problème, hein, je veux dire. Oui, c'est pas toujours évident à vivre. Bon, après il y a toujours les cancans des personnes du fait de notre différence d'âge en plus par-dessus. Pourquoi? Parce qu'elle est plus âgée que vous? Oui, tout à fait. Tout à fait. On a une dizaine d'années qui nous séparent. Et bon, ça c'est pas le problème, hein, ni pour l'un ni pour l'autre. Après, bon, le regard des gens des fois, il faut le mettre de côté, il faut surtout pas s'en préoccuper. C'est surtout ça. Oui, parce que bon, c'est un peu lourd. Vous savez, surtout à l'heure actuelle avec tout ce qui peut passer dans les émissions. On parle beaucoup de ce terme que je déteste, le terme cougar.
Vous voyez, chose dont j'ai horreur, et souvent les gens, ça y est, dès qu'on a 10 ans d'écart, ça y est, c'est une coupe garçon. Oui, 10 ans d'écart, c'est rien, vous avez 31 ans, c'est... Bien sûr, non mais voilà. 40 ans, mais vous savez, ça, les gens se sentent obligés à leur Oui, parce que c'est un terme à la mode. Voilà, oui, c'est ça. Oui. Donc c'est bon, ça va un moment, ok. On l'a assez entendu, on a plus envie. Oui, non, c'est vrai, oui. Bon, vous vivez, vous avez été, vous pensez vos blessures mutuellement. C'est ce qu'on essaye de faire. Comme quoi, des fois, la vie est quand même belle. C'est ce qu'il faut se dire. Oui, vous le dites avec, on sent que vous cherchez à vous en convaincre. Hein. Oh, chercher à m'en convaincre. Si, non. Mais bon. C'est un peu la méthode Coué quand même. Mais bon, écoutez, c'est Carpe Diem, hein. C'est, je crois que votre cette nouvelle femme que vous avez rencontrée, elle a lutté pour sa vie. Donc je pense qu'elle doit avoir quand même, ça doit lui changer certainement sa vision de la vie, parce que parfois quand on craint de la perdre, c'est là où peut-être qu'elle retrouve un peu de saveur et que on se déleste de ce qui du poids, de certaines choses qui à ce moment-là, comment dire, pour faire court, on va peut-être plus à l'essentiel. Pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Il y en a qui campent encore plus dans leur position et qui se carapassonnent encore davantage et qui se rigidifient encore davantage. Ça dépend vraiment des personnalités. Hein. Il faut pas croire, voilà. Il y a des personnes qui se rigidifient encore davantage, mais il y a certaines personnes qui disent, et qu'on peut voir, qui disent vraiment, elles se délestent quoi, de choses qui les encombraient avant, et elles vont à l'essentiel, hein, parce qu'elles savent que c'est précieux. C'est précieux la vie, et que il faut aller à l'essentiel quoi, quand on le peut. Et donc c'est comme si c'était un concentré de vie et quelque chose en accéléré quoi, qu'on s'insufflait à ce moment-là. Mais bon, après chacun fait comme il peut, et puis vous, j'espère que vous allez petit à petit laisser penser vos blessures à vous, et puis avancer, et puis vous verrez bien. Oui, non mais ça j'avance. Hein. Mais c'est vrai que ce qui est curieux, c'est on s'en rend pas compte quand on n'a pas dans son entourage quelqu'un de malade comme ça. Mais c'est parfois le regard des gens. Moi, je me souviendrai toujours de la première sortie qu'on a fait, où elle a décidé un jour, ça y est, ma perruque, je la porte plus. Ça, c'était un soir. Je fais, écoute, tu sais quoi, première sortie, on va faire ça, on va aller se faire un resto, quoi. Je me souviens c'était quand il de la période où il faisait encore froid, là, en début d'année. La tête des gens de la table d'à côté, quand elle s'est assise et quand elle a enlevé son bonnet. C'était, oui, parce qu'elle avait décidé de ne plus la porter, mais ses cheveux n'avaient pas repoussé. Ils étaient, pas entièrement. Oui. C'était court et tout, et la tête des gens, c'était assez atterrant en fait. J'ai trouvé ça atterrant. Oui, mais ça surprend en même temps. Ça surprend, je veux dire, ça peut surprendre. Ça peut surprendre, hein, sans être bon. Le montrer à ce point, j'ai trouvé ça franchement. Oui, on peut on prend sur soi, voulait dire, et ne pas le montrer. Mais il y avait peut-être une forme aussi, c'est pas rien non plus d'enlever son bonnet, je comprends tout à fait, mais il y a une forme de dire bon, voilà, hein, je vous montre, je suis malade, et voilà, il y a quelque chose comme ça d'assumer. Et bon, oui, ça va susciter des regards, ou des regards de crainte, ou de peur, ou de compassion, forcément, on le sait. Tout à fait. Elle-même le savait, vous voyez, ça suscite. Surtout, nous, ce qu'on voulait à ce moment-là, c'est surtout pas de la compassion. On n'en voulait absolument pas. Je sais bien, mais c'est inévitable. Mais c'est toute votre colère qui ressurgit encore. On sent qu'il y a encore, chez vous, il y a beaucoup de colère qui ressurgit. Vous voyez, à un moment, bon, il y a plein de choses comme ça où qu'il va falloir un peu
extirper de vous, quoi. Ouais, évacuer. Ouais. Je crois que c'est important parce que sinon ça va vous bouffer, hein, vous bouffer la vie. Mais je reçois des mails, il y a Chaudron de la Barque qui dit une séparation évidemment jamais simple à vivre. Mais pourquoi vous imposez-vous autant d'épreuves? Vous faites des surnœuds sur une situation encore très nouée. Bien se trouver dans son malheur, c'est un peu comme croire que l'on peut mettre un pansement sur une jambe de bois ou que l'on peut soigner le mal par le mal. Vous devriez prendre le temps d'aller en discuter et de comprendre les conséquences de votre déception sentimentale. Vous avez beaucoup de colère et de rancœur en vous, alors que vous devriez aller vers l'apaisement. Très bon courage à vous. Et puis il y a Lulu qui dit c'est compliqué de commencer une nouvelle relation amoureuse en vivant dans le passé, tellement présent encore. Lulu qui dit il ne parle plus de sa nouvelle relation, il a mal, très mal. Le problème, pour parler clairement, pour vraiment éclaircir mon ancienne relation, donc cette personne avec qui j'étais avant a accouché récemment, a accouché le mois dernier. Hein. Ah bah oui, ça, d'accord, oui, mais ça vous nous le dites maintenant. Voilà, a accouché le mois dernier, sachant qu'elle a accouché à un jour près, ça faisait 1 an qu'on était séparés. Hein. C'était non, mais moi ce qui m'a fait, effectivement, oui, mais on en était nous à la grossesse, hein, donc bon, on a du mal aussi à comprendre, oui. Ce qui me bouffe moi à l'heure actuelle, c'est que et là attention, il n'y aura aucun préjugé dans ce que je vais dire. C'est-à-dire que la personne avec qui elle a refait sa vie a été expulsée entre-temps. Oui, mais je vais vous dire une chose, Nicolas, ce sont ses choix. Oui, c'est vrai qu'elle rêvait de stabilité, vous lui proposiez ça. Finalement, elle se sépare et elle fait avec un enfant, avec un homme qui boit, prend de la drogue et elle fait un enfant et il est expulsé. Voilà, ce sont ses choix à elle. Non, mais bien sûr, mais le problème c'est que ses choix, elle me les impose puisque entre-temps, elle m'appelle parce qu'elle se retrouve seule, elle n'a pas d'argent, elle a un enfant en très bas âge. Elle aimerait bien que l'ex-monsieur, il soit sympa avec elle et puis lui file du pognon. Oui, mais qu'est-ce que vous faites? J'en lui enfile pas, je peux pas, j'en ai pas les moyens et j'en ai pas l'envie. Bon. Oui, mais enfin, on sent quand même à quel point tout ça reste compliqué et source d'amertume. Et je pense quand même, et on comprend, parce que évidemment, vous, elle est alors, dans une situation extrêmement compliquée, mais elle a été se mettre dedans. Néanmoins, elle est du côté quand même avec son enfant. Il y a des choses quand même qui se passent et tout. Vous, elle revient vers vous, mais pour vous demander de l'argent. Bon, vous débattez vous êtes dans une nouvelle relation amoureuse, mais où il y a quand même la maladie qui est là. Enfin, tout est très compliqué et je pense que ça serait important pour ne pas être un peu embourbé d'aller un peu en parler. Parce qu'on sent que ça serait un peu libérateur d'aller un peu parler de tout ça pour laisser cette histoire et voir un peu comment vous allez évoluer. Parce que vous voyez, elle revient vers vous et jusqu'à quel point à un moment vous n'êtes pas happé par ce passé. Bon, je ne sais pas. Donc, je crois qu'il faut quand même un peu régler les choses. Enfin, il y a Brigitte qui, par rapport au terme cougar, disait, c'est vrai, vous avez raison Nicolas, terme macho par excellence, on l'utilise à toutes les sauces et je l'ai en horreur. Parfait. Allez quand même, moi je pense parler un peu de tout ça parce que ça serait, on sent que il y a aussi dans le fait que ça aille mal de son côté aussi une petite revanche vous de votre côté, mais ça vous fait pas avancer vous. Et l'important c'est que vous avanciez par rapport à vous et votre histoire. Bon courage Nicolas. Merci bien. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Caroline Dublanche.
Florent Pagny, si tu veux m'essayer, des messages qui arrivent au 7 39 21. Jennifer de Péronne dit: dans la maladie, on vit souvent au jour le jour en savourant les choses toutes simples. Et puis des messages pour Marie aussi, qui nous parlait de sa relation avec un homme qui buvait, Marie qui était en fauteuil roulant. Nelly nous envoie un mail pour dire: je lui recommande de s'aimer d'abord elle-même, de se respecter, de s'accorder du temps et de l'attention. Qui d'autre plus que vous peut en valoir la peine? Qui doit être votre meilleur ami sinon vous? Prenez soin de vous d'abord, faites le maximum, soyez généreuse pour vous-même. Dites que vous avez des limites à respecter absolument. Commencez par penser à soi en premier, pensez que vous êtes la plus importante, ce qui explique d'être bienveillante avec vous-même et savoir vous préserver, ne pas vous laisser étouffer. Et puis, elle dit, il faut être indulgente, bienveillante avec soi-même. Elle dit, le psychiatre Christophe André a écrit de très bons livres à ce sujet. Savoir s'accepter soi-même est la première forme de charité. Et elle parle aussi de ce traitement qui existe contre les addictions à l'alcool notamment. Alors il y a aussi une personne qui dit que Marie devrait essayer de se renseigner auprès du Conseil général pour des transports adaptés à ses besoins qui coûtent évidemment moins cher que le taxi. On accueille maintenant Pierre qui est avec nous au 39 21, numéro que vous pouvez composer jusqu'à 1h puisque nous sommes en direct comme tous les soirs. Bonsoir Pierre. Bonsoir. 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 Donc je vous appelais en fait par rapport à une situation, par rapport à une relation, on va dire, que j'ai avec une personne, Je la connais en fait depuis 10 mois. Oui. On s'est rencontrés en formation et du coup, pour résumer un petit peu, on a commencé à se côtoyer comme ça en tant que pote, on va dire, en tant que proche, en étant, en partageant des soirées, des choses comme ça, mais très très simplement. Mm-hmm. Et puis au fil du temps, donc on va dire vers le mois de décembre. Donc on est en formation depuis septembre. Oui. J'ai eu pas quelques avances, mais quelques compliments de sa part, me disant que j'étais quelqu'un de plutôt sympa, un mec bien, un mec en or, des choses qui ne sont pas, qui touchent un petit peu, parce que du coup, on s'attend pas forcément à ça. C'est agréable, oui. Et puis, je suis quelqu'un qui est un peu, pas renfermé, mais disons qui se protège un petit peu par une bulle. Et alors, à quel propos elle vous a dit ça? C'est un homme, une femme? C'est une femme. C'est une femme, ouais. Non, d'accord. À quel propos elle vous a dit ça? Comme ça, lors d'une soirée, mais en toute honnêteté, il me semblait. Donc, Qu'est-ce que vous entendez par en toute honnêteté? Sans arrière-pensée? Oui, j'ai senti que c'était sincère. Enfin, oui, c'était certainement. Pourquoi elle irait vous dire ça? Elle avait aucun intérêt particulier à vous dire ça, non? Oui, non, complètement aucun intérêt. On se connaissait pas réellement. Quand on se connaissait, on se côtoyait en formation et puis par différentes soirées. Donc du coup, je me suis un peu ouvert auprès d'elle, Donc on a commencé à se voir, à faire plus ample connaissance, à faire quelques sorties par-ci par-là. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis lancé et j'ai essayé vu que je voyais qu'il y avait une complicité qui se créait, donc de lui en parler. Voilà, peut-être que c'était pas la bonne solution, mais je voulais être sincère avec elle, donc je lui ai dit que j'avais du coup des sentiments pour elle, que je l'appréciais énormément, etc. Et là, elle m'a dit qu'elle préférait qu'on reste amis. Donc, bon. Donc à ce moment-là, je lui ai clairement dit que je préférais ne pas être ami avec elle, car j'avais des sentiments et je pensais qu'il fallait prendre de la distance. Donc j'en ai pris. C'est incroyable, ouais. Voilà, mais bon, j'ai trouvé ça un peu étrange. C'est vrai que j'avais laissé le fait
d'avoir créé une certaine complicité, etc. Et que en fait, cette complicité est restée apparemment que de l'amitié. Donc, bon, j'ai laissé donc du temps. Donc ça c'était courant mars, il me semble. J'ai laissé du temps. Je me suis dit on va créer de la distance, vu que même si c'est pas évident parce qu'on est en formation ensemble et qu'on se voit assez régulièrement. Et au bout de quelques semaines, donc c'est elle qui me rappelait pour qu'on se voit comme on se voyait avant. Donc cinéma, quelques sorties, restaurants, etc. Mais à plusieurs en tout cas. Oui. Et puis même quelques randonnées aussi, donc à deux, voilà. Et donc au final, moi qui avais créé de la distance, qui m'étais dit ça restera amical, etc. J'ai commencé à reprendre un petit peu de confiance, on va dire, jusqu'au moment où on était en formation, et puis donc on est en formation dans le social, on va dire. Dans le social, oui. Et elle s'est sentie mal. Et donc, je lui ai demandé si elle voulait en discuter. Et elle m'a avoué donc qu'elle avait eu un souci au début de son adolescence. Donc, elle est rentrée dans les détails en disant qu'elle avait subi de l'inceste de la part de quelqu'un de sa famille. Voilà, je ne peux pas trop rentrer dans les détails non plus, mais... cette personne de sa famille qui est décédée quelques années, 4 ans après, elle avait 11 ans quand l'inceste s'est passé, et puis elle a perdu donc cette personne quand elle avait 15 ans, qui s'est suicidée, voilà. Donc en plus ça m'a encore un peu plus attendri, on va dire, ça m'a encore plus attaché à elle, et du coup, on continue à se voir, et pas plus tard que la semaine dernière, je lui dis écoute, on continue à s'attacher, et puis en tout cas de mon côté, je continue à m'attacher à toi, je continue à m'attendrir avec ce que tu m'as raconté, et j'ai l'impression que y a quelque chose qui se crée, voilà. Et donc je lui ai dit que le fait de me recontacter, c'était un peu sadique de sa part. Non, vous exagérez quand même là. Surtout qu'elle vous explique ce qu'il en est. Oui, non, je lui ai pas dit totalement comme ça, mais que moi j'étais certainement maso de continuer à la voir en tout cas. Mais c'est excessif dans les relations. On peut quand même, voyez. Bon, j'y suis pas allé non plus comme ça d'entrée. C'est après une longue discussion quand même qu'on arrivait à en discuter jusque-là. Elle vous apprécie, vous aussi, vous pouvez aussi vous voir sans forcément tout de suite que y ait quelque chose qui se passe entre vous aussi. Excusez-moi, à ce niveau-là de la discussion, j'ai envie de vous dire aussi que vous êtes dans une telle attente, voyez, mis à part l'histoire de cette jeune femme, que vous êtes dans une telle attente, vous, Pierre, que c'est incroyable quand même l'accroche. Il y a quelqu'un, elle vous fait un compliment. Vous le dites vous-même, vous êtes renfermé. Elle vous fait un compliment en disant t'es quelqu'un en or. Paf, hop, ça vous inspire, ça vous accroche. C'est elle. Ça y est, c'est elle. Vous fixez sur elle. Ça y est, vous avez des sentiments, vous êtes amoureux. Vous lui déclarez vos sentiments. Et là, elle vous dit, non, je préfère qu'on reste amis, pour le moment. Non, là, alors non, c'est pas possible, je vais prendre de la distance. Tout est disproportionné. Tout est excessif, ça traduit aussi une attente incroyable. Et là-dessus, il se trouve que vous rencontrez une jeune femme qui a une histoire terrible. Une histoire d'inceste, où elle aussi, tout est à fleur de peau, tout elle est... où déjà, sans cette histoire-là, on pourrait se dire qu'est-ce qu'il attend trop ? Ce garçon attend trop.
bon, parce qu'elle vous apprécie, elle vous le dit, mais ça déclenche finalement une demande qui peut un peu faire peur. Et puis, compte tenu de son histoire, la relation à l'autre et la relation à l'homme est certainement angoissante. Oui. Donc, si vous, de votre côté, et ça semble être le cas, voyez, vous avez aussi peur, où vous vivez les choses comme elle joue avec moi, attention, elle va jouer avec mes sentiments, du coup, tout devient très, très angoissant. Donc, c'est deux angoisses qui se rencontrent. Ouais, après, j'ai peut-être pas été aussi excessif avec elle. C'est vrai que tant mieux dans ces cas-là, parce qu'en parlant, c'est quand même, très. En parlant, peut-être. On a l'impression vous voyez, qu'on est dans le tragique. Alors, ce qui est tragique, c'est ce qu'elle a vécu. Oui, non, mais par contre, clairement, on en a discuté pas mal, etc., et qu'elle, en fait, je pense, ce qu'elle m'a dit, elle, c'est que elle me considère comme quelqu'un de rassurant, c'est bien, tant mieux. De posant qui l'aide, en fait. Et moi, comme je lui ai dit, voilà. Bon, après, les sentiments que j'ai, c'est comme ça, mais je veux passer outre pour essayer d'arriver à être là pour toi, en fait. Et que ce que je fais pour elle, je le fais pas en calculant les choses et en essayant de forcément la séduire, etc. Mais bon, après, c'est vrai que je suis rentré tout de suite dans le côté, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu maladroit de ma part, mais quand je vous ai dit sadique, maso, ça, c'est un petit détail de la conversation qui est venu bien après. Qui s'est noyé dans le reste. Alors, vous en êtes où actuellement avec elle ? Et donc du coup, elle m'a dit que elle préférait qu'on reste amis parce que j'étais quelqu'un de rassurant, de posant. Bon. Après, de poser, d'accord. Bon. Voilà. Après, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle, du coup, elle admet toujours être sortie, toujours avoir eu des relations avec des mecs, des hommes qui la prenaient un petit peu pour bon, excusez-moi le terme, mais pour une conne, quoi. Oui. Avec des connards, en fait. Bon. Oui, bon, mais ça ça peut être justement par rapport à son histoire aussi quelque chose qu'elle rejoue, qu'elle répète, ou elle a besoin elle a peut-être besoin aussi d'en passer par là à un moment. Et peut-être que pour le moment, ce qu'elle vous dit aussi que finalement, c'est ce que vous dites. Enfin, vous pouvez être son ami, ça durera plus qu'être son amant, son amoureux, parce que dans ces relations-là, pour le moment, elle est perdue et elle ne sait pas, elle n'y arrive pas. Bon, donc Cathy le dit autrement, vous voyez, en envoyant un message en disant « Soyez son chevalier servant, faute d'être prince ». Donc là, vous êtes quelqu'un qui la rassure, là où pour le moment, elle va vers des hommes qui peut-être ont ce côté plus bad boy, plus qui une dimension plus inquiétante, mais qui l'attire, quelque chose qu'elle connaît mieux et dont elle arrivera à un moment à sortir. J'espère pour elle qu'elle fait un travail sur elle, enfin, parce que je crois qu'elle commence apparemment. Alors c'est important parce que l'inceste, c'est quand même une prison terrible, affective, enfin c'est quelque chose, il y a un sentiment de honte, il faut vraiment qu'elle soit accompagnée psychologiquement et j'espère, c'est bien qu'elle vous en parle, mais vous pouvez pas être son thérapeute. En revanche, auprès de vous, vous pouvez aussi, elle peut se réconcilier petit à petit après avec les hommes et les hommes de son âge, de sa génération finalement, puisque vous êtes de sa génération. Voyez, donc d'avoir. Je suis plus âgé qu'elle, mais. Oui, mais de quoi ans. De 5 ans. Bon, c'est rien, ça. C'est énorme. C'est ce que dit Brigitte. L'apprivoiser tranquillement, délicat, ça peut, qui sait, aussi évoluer vers une relation amoureuse. Est-ce que, on ne sait pas.
Hein, donc, oui. Mais alors vous ne vous privez pas, vous pouvez pas rester non plus en attente comme ça et ne rien vivre à côté. Mais même pour vous, parce que ce que j'ai entendu, Pierre, c'est que vous étiez quelqu'un de fermé, voyez, et terriblement en attente d'affection, puisque ces paroles de cette jeune femme ont ouvert quelque chose en vous, hein, c'est-à-dire là, ça y est, vous étiez amoureux. Donc pour vous aussi, cette relation peut vous faire du bien parce que là, vous avez son affection, le regard qu'elle porte sur vous, son estime, sa considération. Puis un échange avec elle. Un échange avec elle. Donc finalement, tout ce qui vous manquait aussi, vous vous rapprochez de l'autre sexe, de cette relation comme ça de confiance avec une jeune femme. Et ça peut aussi vous aider à prendre confiance en vous. Ce qui vous manque, semble-t-il, à vous affirmer. Et ça peut aussi, vous pouvez vous faire du bien mutuellement. Donc, complètement. Vous voyez, c'est parfois, il faut aussi prendre ce que la vie nous donne. C'est-à-dire qu'à première vue, vous étiez, dans un premier temps, hop, relation de distance, je me replie dans ma coquille. C'est ce que vous savez le mieux faire, hein, certainement. Et puis, elle est revenue et c'est très bien. Et aujourd'hui, vous êtes à nouveau ensemble et vous savourez ces moments. Et laissez-vous porter, vous verrez bien comment ça va évoluer. Hein, oui, c'est vrai. Mais c'est ce qu'on disait, on en avait parlé, que finalement, ça nous apportait quelque chose et que c'était un peu le plus important. Exactement, oui, tout à fait. Prenez les moments comme ils se présentent. Je suis sûre que c'est une rencontre qui est riche et importante pour vous deux, de toute façon. Ouais. Je pense qu'on s'apporte quelque chose. Oui. Voilà. Bonne chance à vous alors, Pierre. Je vous remercie en tout cas. Merci de votre appel. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Christiane. Bonsoir Caroline. Bonsoir. J'ai le plaisir de vous entendre. Moi aussi, j'ai le plaisir de vous parler. Parce qu'il y a des soirs, c'est un peu par intermittence, ça dépend ce que je fais. Oui. Alors là, c'est même le direct. Vous êtes en direct, effectivement, et vous vouliez intervenir sur le témoignage de Marie. Marie, donc cette jeune femme qui était en fauteuil roulant. Oui, et qui m'a paru bien désespérée parce que, malheureusement, la vie n'est pas la même pour tout le monde, hein. Mais dans les difficultés qu'elle rencontre, et là, c'est des fois j'ai un petit peu mal pour suivre les personnes quand on dit à tout le monde occupez-vous de vous, parce qu'elle a en réalité, je crois, ramené beaucoup de choses à elle et qui font qu'elle n'est pas assez ouverte et compréhensive vis-à-vis des autres. Elle se bute elle-même. C'est un peu l'impression que j'en ai, hein. Et donc, vous lui aviez parlé de l'Association des paralysés de France, ce qui me fait penser au groupe de parole, à l'ouverture de nos amis les uns vis-à-vis des autres, qui sont ou ont été en grande difficulté et qui ont réussi, disons, à s'en sortir et un petit peu rééquilibrer leur vie. Oui, alors elle disait que c'était toujours pareil, pour elle, c'était la maladie et le handicap, c'est ça, qui lui avait gêné. Ça, je l'ai vécu dans une autre association en province, à laquelle j'ai été amenée à participer. C'était qu'au début, quand on a ouvert un mini-foyer, c'était pour remettre des jeunes filles au travail. Lorsqu'elles ont été remises au travail et aptes à avoir leur appartement, le député de la région nous a facilité l'accès à des HLM qui ont été aménagés pour chacune des jeunes filles selon leur handicap et leur faciliter la vie. Bien, ce qu'on a entendu après, c'était de nous dire mais on est toutes dans le même coin, on rencontre que des fauteuils. Vous voyez que c'est très très difficile parce que les gens veulent en sortir, ils ne veulent pas voir les fauteuils, mais ils voudraient bien s'aider, s'entraider et qu'on les aide. Et c'est très très complexe. C'est légitime en même temps de ne pas rester comme ça entre eux, le côté on reste entre soi. Alors, je vais vous dire, la politique actuelle de l'APF,
je passe à côté de tout ce qui est social, tout ce qui est revendication. Mais il y a aussi, on parle toujours, et c'est un mot que personnellement, j'aime pas tellement, une société inclusive, c'est-à-dire une société qui inclut tout le monde, qui n'oublie personne. Alors que ce soit sur le plan matériel, la scolarisation des enfants, ou que ce soit pour les faciliter la vie des adultes, on en est loin. Personne, on en est très très loin. Là, nous avons eu l'Assemblée Générale, on a encore refait le point. Mais par contre, ça peut permettre aux gens de se comparer, si on peut dire, c'est pas très facile, deux vies ne sont pas identiques, mais d'essayer de comprendre pourquoi l'autre a eu plus ou s'en est sorti plus facilement, pourquoi moralement ça a été mieux. Bon, on pourrait presque dire que généralement, ceux qui s'en sortent le mieux, ce sont ceux qui sont le plus ouverts aux autres. Parce que c'est toujours pareil dans tous les domaines d'ailleurs. Eh ben oui. Et le problème, c'est que quand on ne va pas bien, le premier symptôme, c'est de se fermer, c'est de se replier. Bon, c'est compliqué quand on ne va pas bien d'aller vers les autres. Oui, mais alors il y a l'APF, mais il y a d'autres associations de personnes en mobilité réduite. Qu'est-ce qu'il y a comme autre association ? C'est-à-dire que, si vous voulez... Non, parce que comment sortir de chez soi, c'est ça, c'est compliqué. Sortir de chez soi, si vous voulez, à l'APF, pour les personnes à mobilité réduite, c'est le plus le handicap physique. Mais vous avez des groupes de parole, vous avez des groupes de loisirs qui organisent des sorties. Bon, des personnes, alors encore une fois, elle va nous dire, oui, mais on est tous en fauteuil. Oui, bon, mais c'est quand même un début. Ceux qui les accompagnent. Oui. Bon, par contre, alors je citais tout à l'heure, hier je suis rentrée donc d'Auxerre. Tous en fauteuil, mais tous différents. Même si, dit First Lisa, ils ne veulent pas être ghettoisés, ce qu'on comprend. Et puis qui ont quelquefois même du mal à se comprendre parce que certains parlent très mal, ont du mal pour parler, d'autres ont d'autres problèmes, disons, sensoriels. Bon, ça c'est l'association des paralysés de France, mais il existe également des associations pour les malvoyants comme Valentin Huil, Retina France, où il y a également des groupes de parole, ça c'est pour les malvoyants. Bon, ensuite, pour les personnes plus touchées psychologiquement, il y a toujours l'UNAPI et tout ce qui se rattache à l'UNAPI, où il y a quand même dans beaucoup de régions des groupes qui organisent des sorties, des rencontres. Mais pour ça, il faut déjà, avant que la personne veuille sortir, disons, ne pas voir le fauteuil elle-même chez le voisin, mais voir que le voisin, il peut être en fauteuil, mais c'est un monsieur comme tout le monde ou une dame comme tout le monde. Merci beaucoup Christiane, en tout cas d'avoir été avec nous pour nous parler de l'APF. Merci à vous d'avoir été avec nous. Et je suis obligée de rendre l'antenne parce qu'il est l'heure des infos. Très belle nuit à vous, faites de jolis rêves. Il est 1h sur Europe 1, l'heure des informations présentée par Clara Boissé. Bonsoir Clara.